Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour évoquer le conflit israélo-palestinien et notamment le fait que le Hamas a lancé une attaque d'envergure contre l'État d'Israël. Et j'aimerais, en guise de préambule, faire ce que les Anglais et les anglophones appellent un disclaimer, c'est-à-dire dire que j'ai absolument aucune sympathie ni pour le sionisme ni pour l'islamisme. C'est un peu dommage de devoir le préciser, mais moi j'ai un seul parti et c'est le parti de la France. Donc le but de cette vidéo, ça sera de justifier le titre, un titre certes provocateur, une rivalité à l'amiable entre le Hamas et Netanyahou, mais pour moi un titre qui se justifie pleinement. Tout d'abord, il faut rappeler que le, le- le conflit israélo-palestinien, il a atteint, je pense, ces dernières années, une sorte de statu quo. Pourquoi un statu quo? Puisque, par exemple, les accords qui étaient les accords de paix qui ont été les plus près d'aboutir, en 1993, c'était les accords d'Oslo, ils sont déjà très très loin, et même les accords d'Oslo, c'est un marché de dupes, puisque ni Yasser Arafat ni Yitzhak Rabin n'avaient l'intention, finalement, d'aboutir à la paix. Rabin, d'ailleurs, Yitzhak Rabin, il a été tué en 95 de tête par un Israélien, quelqu'un de son propre camp qui ne voulait surtout pas les accords de paix. Et aujourd'hui, Yasser Arafat, donc il est mort en 2004 ou 2005, je crois, à Ramallah. Il est mort tout à fait isolé, même combattu par son propre camp, combattu par le Hamas. Et c'est quelqu'un qui n'est plus du tout évoqué aujourd'hui comme une figure de référence dans la lutte, comment dire, pour la Palestine, dans la lutte pour la cause palestinienne, on va dire. Au contraire, il est plutôt aujourd'hui vu comme quelqu'un, enfin, soit on ne l'évoque pas, soit on va évoquer le fait qu'il était quand même quelqu'un de très plutôt corrompu, que son parti, le Fatah, était corrompu. Du moins, c'est une figure qui est totalement dépassée aujourd'hui. Le second point, je pense, qui est très important à évoquer, c'est le fait que les Palestiniens, et surtout le Hamas en tête, ils savent pertinemment qu'ils ne vont jamais vaincre Israël, militairement du moins. Ils ne gagneront jamais contre Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs guerres. Il y a eu la première guerre donc israélo-arabe en 48, en 67 la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour en 73, voire même l'intervention au Liban donc, en 78 et en 82. Et à chaque fois, les États arabes ils se sont cassés les dents sur l'appareil militaire israélien, à tel point qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'État d'Israël, il est très renforcé sur la scène internationale, sur la scène politique, sur la scène géopolitique, puisque plusieurs pays arabes l'ont reconnu. L'Égypte, d'ailleurs, qui a longtemps combattu Israël, mais a reconnu aujourd'hui l'État d'Israël, a on va dire des relations diplomatiques normalisées avec l'État hébreu. La Jordanie, le Maroc, le Bahreïn de tête, le Soudan. Bref, il y a beaucoup de pays qui, effectivement, aujourd'hui, ont normalisé leurs relations avec Israël, soit pour des raisons d'alliance, notamment avec les États-Unis, soit parce qu'ils se rendent compte que de toute façon, ce sera un pays, l'État hébreu, qui ne sera jamais vaincu militairement. Enfin, donc, toujours par rapport à ce statu quo, c'est que la lutte contre l'État d'Israël aujourd'hui, elle est menée principalement par des groupes qu'on pourrait appeler para-étatiques, par des groupes qu'on pourrait appeler même paramilitaires, et surtout par des groupes qu'on pourrait dire, selon les points de vue bien sûr, mais terroristes. Donc le Hamas, qui est sunnite et palestinien, et du côté libanais, on a les chiites du Hezbollah. Aujourd'hui, donc, c'est plus du tout un combat qui est militaire, c'est surtout un combat qui est, je dirais, médiatique. Il s'agit avant tout de mobiliser donc, les populations concernées, leur diaspora, voire même de mobiliser d'éventuels soutiens à travers le monde. Et justement, ici, je dirais que les positions très jusqu'au boutiste, soit du Hamas, soit de Netanyahou, elles vont finalement servir leur cause, mais elles vont totalement desservir, même elles desservent cruellement leur peuple. Par exemple, et j'en viens à la justification du titre donc en préambule, c'est que l'État israélien a tout à fait besoin, a même un besoin impérieux de la menace permanente du Hamas pour justifier une politique sécuritaire. Et bien sûr rester au pouvoir. Et le Hamas, de même, il a besoin de l'État hébreu, de l'État sioniste, des frappes sur la bande de Gaza pour galvaniser sa population contre un ennemi héréditaire, donc l'ennemi juif, et assurer donc sa domination politique en Palestine. Donc une paix qui jusque-là d'ailleurs était totalement hypothétique, elle est dès lors totalement inenvisageable, invraisemblable, impensable même. Et surtout, aux antipodes des intérêts à la fois du Likoud, donc le parti de Netanyahou. De fait, donc, en s'attaquant au cœur de l'État d'Israël, à des populations civiles, et même plus largement en s'y livrant à un massacre aveugle, à des tortures, à des viols, le Hamas réactive une stratégie de la tension. Une stratégie de la tension qui, par la suite, va se servir des représailles d'Israël, puisque Israël a frappé la bande de Gaza, donc ils se servent des représailles d'Israël à des fins de propagande, aussi pour alerter l'opinion mondiale. Et il n'existe d'ailleurs plus dans ce conflit, je pense, de positionnement neutre. En fait, chaque camp, que ce soit les sionistes ou les islamistes, on va dire le Hamas ou Israël, ils attendent soit un soutien tranché,
soit une hostilité claire de la part à chaque prise de position. Et la France, d'ailleurs, à ce propos, je trouve que c'est vraiment un cas d'école pour deux raisons principales. La présence donc, sur son sol national d'une forte population musulmane et d'une minorité juive qui certes régresse, de moins en moins nombreuse au fil des ans, au fil des décennies, mais qui possède encore des relais très très forts dans les médias. Et donc la gauche française, ou plus précisément on va dire la gauche de la gauche radicale comme on dit, elle a pris parti très clairement pour le Hamas. Et elle s'est livrée à un exercice un petit peu de contorsionniste, justement, pour éviter une condamnation trop brutale, trop sévère de l'attaque terroriste donc, sur l'État d'Israël. Je dois toutefois noter que François Ruffin, c'est une exception notable, c'est le seul homme politique, on va dire, un petit peu donc au sein de la LFI, la France Insoumise, d'envergure, qui a su quand même condamner très fermement, très clairement, le groupe terroriste donc, du Hamas et surtout l'attaque. Et donc, justement, il y a deux raisons à cela. C'est quoi les deux raisons? C'est que si donc, la France Insoumise, ils ont ce besoin donc, de soutenir le Hamas au détriment d'Israël, et surtout de ne proposer finalement aucune solution de paix, plutôt d'un parti pris, c'est d'abord mettre en avant la lutte donc de ce qu'ils considèrent des révolutionnaires finalement contre l'impérialisme et contre le colonialisme d'Israël. En bref, en fait, il y a selon eux soutenir l'opprimé contre l'oppresseur, défendre le peuple arabe contre le sionisme, les gentils et les méchants, blancs, noirs. Et plus prosaïquement, en fait, la gauche, encore une fois LFI, parce que c'est le grand parti de gauche aujourd'hui, il s'assure surtout des bastions électoraux dans les quartiers, on va dire, populaires des grandes métropoles françaises. Pourquoi? Parce que le vote musulman, et ça c'est pas nouveau, il s'acquiert au prix d'une adhésion à la cause palestinienne ou alors à grand renfort de mosquées. Et je vais à cette occasion donc raconter une petite anecdote. J'ai été dans ma jeunesse, dans ma prime jeunesse, jeune communiste. J'ai été militant communiste. Ça m'est passé. Fort heureusement, ça m'est passé il y a quelques années. Et cette expérience a été assez intéressante. Je crois que c'était globalement entre les années 2010 et 2017. Et à l'époque, une grande partie du travail militant au sein de cette organisation de jeunesse, c'était finalement axé autour de la question palestinienne. D'ailleurs, le but avoué, c'était de nouer des contacts avec les populations des quartiers populaires, des villes qui environnaient la nôtre, donc de Poitiers, tout autour de Poitiers. C'était de créer des contacts. Et finalement, ça allait même plus loin que ça, c'est qu'on nous disait même d'adapter notre langage à la population qu'on avait en face de nous. Donc on devait adapter un langage qui, soit adopter les éléments de langage de la population concernée, soit adopter des éléments de langage qui allaient dans le sens de la cause palestinienne. Mais de la paix, jamais. Ça ne va pas se mentir, la paix, c'était pas l'objectif principal. Et d'ailleurs, j'ai quitté cette organisation à cause de cette obsession, parce que c'était vraiment une obsession pour la cause palestinienne. Un jour, j'ai parlé, je me rappelle, à un événement assez marquant, j'avais parlé avec l'organisatrice, avec la responsable des jeunes communistes. Enfin, en fait, il y avait les jeunes communistes d'un côté et unions étudiants communistes aussi. Et j'en ai parlé et je m'étais un petit peu étonné du fait que l'interlocuteur principal dans la ville d'à côté, là, il y a une forte population donc, musulmane, c'était donc quelqu'un en plus qui était installé par la mairie, qui était très bien vu par la mairie de Châtellerault, c'est la ville, et qui était du Hamas, enfin qui clairement qui était un partisan du Hamas. Et je me dis, mais quand même, c'est un mouvement islamiste, ça dérange personne. Et c'est très paradoxal parce qu'elle m'avait répondu, mais écoute Romain, en fait cette personne elle a été installée là, on discute avec elle et elle a l'appui politique aussi je crois que c'était du maire de l'époque, tout simplement parce que si c'est pas lui, c'est les salafistes. Et je me dis, quand même, c'est un choix très intéressant de choisir entre salafiste et islamiste. C'est un peu la peste ou le choléra, quoi. Et moi, je crois que à peu près à ce moment-là, ça m'a décidé à quitter le Parti communiste. Bon, je pense qu'il ne m'aurait pas fallu beaucoup plus de raisons que ça pour le quitter, mais bon, bref. Globalement, c'était une sorte d'obsession pour la cause palestinienne qui m'a un petit peu, refroidi. Et on a eu ce débat il n'y a pas longtemps sur l'islamo-gauchisme. Je trouve que c'est quand même dur de nier que l'islamo-gauchisme existe. Pourquoi? Parce que notamment dans tous les milieux qui gravitent autour de la faculté, de l'université, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement présent. Il y a beaucoup d'organisations qui clairement défendent comment dire, des groupes terroristes au nom de la cause palestinienne. Et donc au détriment, non pas des sionistes, mais des juifs en général. Mais on va revenir de pourquoi je dis ça. Donc je pense qu'il y a un aveuglement. C'est soit un aveuglement, soit une ignorance crasse, ou alors surtout un calcul politique de la part de la gauche française, et on va le vérifier donc par rapport à ce soutien au Hamas. Parce que le Hamas finalement c'est quoi? Ou plutôt la gauche, on va commencer par la gauche c'est quoi? C'est le droit des minorités, le droit des femmes, la lutte contre les violences sexuelles, l'aspect révolutionnaire,
le droit des homosexuels et l'antisionisme. Si on résume, là je pense que j'ai à peu près défini ce qu'est la gauche française aujourd'hui, ce qui est notamment LFI, la France Insoumise. Maintenant, le Hamas, c'est quoi? C'est un régime qui est islamiste et conservateur. Des violences sexuelles ont été documentées lorsqu'ils ont attaqué l'État d'Israël. Il y a des femmes qui ont été violées. Il y a des photos effectivement qui montrent que les femmes ont le bas-ventre ensanglanté. C'est un régime qui, a priori, je peux me tromper, hein, attention, assez peu favorable aux homosexuels. Je pense que l'homosexualité dans l'islam, c'est pas ce qui est le mieux vu. Et aussi, quand on parle du droit des minorités, je ne pense pas que les chrétiens soient très très bien vus dans la bande de Gaza. Je sais que les chrétiens ont été opprimés dans la bande de Gaza, tout comme aussi les chiites. Les chiites ont été aussi discriminés au sein de la bande de Gaza. Et surtout, si on parle donc de l'État d'Israël, c'est un État qui est antisémite. On ne va pas se mentir, c'est un État qui est antisémite. Pourquoi c'est un État qui est antisémite? J'ai dit Israël, le Hamas, pardon. Le Hamas, c'est un État qui est, enfin c'est un groupe terroriste qui est antisémite, j'ai fourché, parce que dans leur texte, l'antisionisme pour eux, c'est finalement, je pense que c'est la manière un petit peu politiquement correcte d'amener la lutte en Occident. Et pourquoi je dirais que c'est un État qui est antisémite? Parce qu'ils appellent à tuer les Juifs. Ils appellent littéralement à tuer tous les Juifs qui sont en Terre Sainte. Mais même pas qu'en Terre Sainte, partout dans le monde. C'est vraiment, c'est pas le problème du sioniste, c'est le problème du Juif en général. Et ça, c'est quelque chose que, bizarrement, la gauche a du mal à admettre. Pourtant, en fait, tout est là pour prouver au Mélenchon, au Mathilde Panot, à toute cette bande-là, qu'ils soutiennent un État qui est littéralement antisémite et terroriste. Mais non, ils ne veulent pas l'admettre, ils vont dire que c'est sans doute un complot d'extrême droite ou quelque chose comme ça. Non, c'est un État, c'est un groupe terroriste qui est antisémite. Ils avaient même appelé, il y a un responsable a appelé à que chaque citoyen se saisisse d'un couteau et tue tous les Juifs qu'ils peuvent tuer. Je veux dire, c'est dur de le nier. C'est dur de nier que c'est un État, enfin, c'est un groupe antisémite. Mais le problème ici, c'est que finalement, si la gauche admet ça, ils se coupent de tout leur électorat, ils se coupent d'une grande partie de leur électorat. Parce que c'est quoi l'électorat aujourd'hui finalement de la gauche, de l'FI? Globalement, c'est un peu les professions libérales, notamment les profs et les populations immigrées. Je pense que là, on a d'ailleurs les grands bastions aujourd'hui de l'FI, si on regarde un petit peu en Seine-Saint-Denis, c'est des quartiers où il y a peu ou prou une écrasante majorité de musulmans, ou du moins d'immigrés de très très fraîche date. Donc, c'est dur de nier effectivement, finalement, d'une part la stratégie électorale de l'EFI par rapport à la cause palestinienne, et surtout de nier finalement l'essence antisémite de ce groupe terroriste. Donc, pour résumer, il y a en fait une sorte d'idéalisation de la lutte palestinienne par la gauche, mais souvent la gauche aussi omet le fait que le Hamas a une responsabilité par rapport à son peuple. Pourquoi? Parce que par exemple, quand ils vont tirer des roquettes, ils vont tirer des roquettes depuis leurs immeubles. Et ils savent très bien que ces immeubles par la suite vont être la cible des attaques israéliennes. Tout comme ils savaient qu'en rentrant dans l'État d'Israël et en massacrant des civils, en massacrant 1 millier de civils, nécessairement il y aurait une riposte en face. Mais comme ils savent qu'ils ne gagneront pas militairement, ils voulaient médiatiser leur cause. D'autre part, les Palestiniens n'ont pas spécialement bonne presse dans le monde arabe, ça peut étonner, mais ils n'ont pas spécialement bonne presse dans le monde arabe pour deux raisons principales. C'est que dès qu'ils ont commencé à émigrer dans d'autres pays, à l'époque où Israël a occupé leur territoire, ils ont donc émigré au Liban, ils ont émigré en Jordanie, et ils ont causé énormément de problèmes. Par exemple, au Liban, les Fedaïns, donc les Palestiniens du Fatah, des Arafat, ils ont contribué en grande partie à la guerre du Liban qui s'étale de 1975 à 91 et qui oppose en fait à peu près tout le monde. Les chrétiens contre les musulmans, les chrétiens entre eux, les druzes, etc. Enfin, toutes les composantes, toute la mosaïque multiculturelle libanaise s'est affrontée. Et notamment parce que à ce moment-là, les Fedaïns, donc palestiniens, ils continuaient à attaquer l'État d'Israël, mais depuis le Liban. Et surtout, on se rappelle souvent que les chrétiens ont massacré à Sabra et Shatila, mais on ne se souvient jamais que c'était aussi un massacre qui était en réponse au fait que les Palestiniens ont massacré des chrétiens, donc notamment le massacre de Darmour, mais ça on l'oublie. Et pareil, en Jordanie, il y a eu beaucoup de tensions aussi, parce que déjà dès 1951, le roi est tué par des Palestiniens, et surtout après, le fait qu'il y ait une forte immigration palestinienne en Jordanie, ça va créer une sorte d'état dans l'état, et même on va arriver à un point où finalement le roi va faire en sorte de les expulser du pays puisqu'ils représentaient une menace. Maintenant, quelles conséquences pour la France et les Français? Et c'est là tout le problème, c'est là le vrai nœud du problème, c'est qu'on importe un conflit. On importe un conflit que le Français moyen finalement n'a aucun intérêt à voir importer sur son territoire. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit précédemment, c'est un conflit qui appelle à des positions tranchées. On est contre ou on est pour.
Et même le pour ou le contre, je dirais même que on doit finalement prêter quasiment serment d'allégeance à un côté ou à un autre. Moi, j'ai absolument aucune envie de prêter serment d'allégeance ni au sionisme ni à l'islamisme. Si je fais cette vidéo, c'est pour un but géopolitique, c'est aussi pour exprimer un point de vue qui est plus, je dirais, enfin, plus, pas neutre, parce que c'est pas un point de vue neutre, un point de vue qui est beaucoup plus raisonné, c'est que finalement la France n'a aucun intérêt à importer sur son territoire français un conflit qui n'améliorera en rien le quotidien du français moyen, et surtout qui va dégrader encore plus, qui va dégrader davantage finalement un climat social qui est très compliqué, et accentuer des ruptures qu'on voit absolument tous les jours. Tous les jours, on les voit ces ruptures. Je pense que, comme disait un ancien ministre français, on ne vit pas ensemble, on ne vit plus ensemble, on vit côte à côte, au mieux côte à côte, et sans doute dans un futur très proche, on vivra face à face. Donc ce conflit, on n'en a absolument pas besoin.